Harry, vous êtes là? 10 secondes! D'accord, mais surtout ne vous servez pas des toilettes. La chasse d'eau ne fonctionne pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs? Et ouais, et toi ça va? Ouais, je sors d'un rhume. Il se peut que je parle un peu avec une voix différente. Ma voix est différente ou pas? Non, pas ça. Non, ça va. Bon, bah, je fais un drama pour rien. Aujourd'hui, nous recevons Babor. Comment vas-tu? Salut, bah ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, en résumé, je suis youtubeur. On va dire que c'est ça. Et à côté, je fais plein de trucs. J'ai un compte Twitter, Instagram. Voilà, j'en vis pas complètement, c'est pour ça que je sais pas si le terme youtubeur fonctionne, mais voilà, je suis auteur à côté, j'écris à droite à gauche pour qui veut. Je vends ma plume tel un mercenaire. Je conseille aux gens d'aller sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Babor l'éléphant, mal écrit par contre. Babor l'éléphant, ouais, très bien. B-A-B-O-R-L-E-L-E-F-N. Et FN à la fin? F-A-N, j'ai dit. Ah, je crois que tu dis Babor, FN, ouais. très bien. Non, les gens croient que c'est Babor le fan. Ok, mais non, c'est l'éléphant en fait, il y a deux fois. C'était le Front National, Babor, FN. Non. On en reparlera dans mes recocultures, voilà. On parlera du Raptor. Non, et je conseille aux gens d'aller sur ta chaîne parce que moi j'ai regardé la dernière vidéo qui vient de sortir. Et je trouvais ça fascinant, voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais il y a une histoire un peu fascinante à suivre et ça tease les gens quand on dit ça. Et aussi, il y a quelques temps, il avait fait un long métrage de Fatman. Oui, c'est vrai. Qui m'a régalé. J'ai regardé en entier sur ça. C'est vrai? Ouais. Du coup, ça me fait super plaisir. Bah ouais, franchement. Parce que, voilà, écoute, je l'ai regardé aussi parce qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dedans, qui joue dedans, qui s'appelle Teddy Ferrand, qu'on avait reçu ici aussi. Et tu vois, sur son nom, il amène des spectateurs lui aussi. C'est comme Tom Cruise. Ouais, il y a des gars comme ça. Ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir d'amener des gens avec sur leur nom. Et Teddy en fait partie. Ah bah, bref. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un film qui est considéré comme l'un des plus drôles de l'histoire, Dumb et Dumber. Sorti en 1994, Dumb et Dumber, ou plutôt La Cloche et l'Idiot, son titre québécois que j'aime beaucoup, est le premier film des frères Farrelly, qui par la suite réaliseront Marie à tout prix, Fou d'Irène ou encore L'amour extra large. Dumb et Dumber raconte l'histoire de deux teubés qui se lancent dans un road trip afin de remettre à une jeune femme une mallette remplie d'argent. Toute l'histoire est basée sur un quiproquo. Malgré des critiques mitigées de la part des médias et du public, ce film est par la suite devenu un film culte avec le temps. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Babor, car je sais que tu adores ce film. Bah moi, c'est une, oui, c'est vrai. Moi, c'est une punchline que j'adore. C'est plutôt vers la fin, quand il demande à Mary, c'est la fille qu'il convoite depuis le début, il lui dit bon, allez, dis-moi franchement, j'ai bien compris que j'étais mal parti, mais en pourcentage, j'ai quelle chance de sortir un jour avec toi? Elle lui dit, bah, je sais pas, je dirais 1 sur 1 million pour lui faire plaisir. Et là, il prend son grand sourire de teubé de Jim Carrey, il fait, alors j'ai une petite chance. Et je trouve cette phrase géniale, quoi. Bon, c'est mieux quand c'est Jim Carrey qui l'a fait que moi, mais voilà, j'aime beaucoup ce passage. Et alors, tu l'as vu quand t'étais ado ou tu l'as vu à la sortie ou? Non, t'as dit quoi, 94? Non, ouais. J'étais trop jeune, non, mais je l'ai vu quand j'étais ado, ouais, mais après, je l'ai beaucoup vu et revu. Je l'ai refait découvrir à des potes il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux dire que c'est ton film comique préféré? C'est un de mes films comiques préférés, oui. Ouais. Je sais pas si c'est celui-là, parce qu'il y en a plein que j'aime bien, mais il en fait vraiment partie, ouais. Guillaume, ton premier souvenir? Moi, j'ai un souvenir très précis parce que je l'ai vu au cinéma, figurez-vous, avec mon père et ma sœur. Et on était 4 dans la salle. Donc, mon père, ma sœur, moi et une vieille. Okay. Ça m'avait marqué, je me disais, mais tu sais, qu'est-ce que c'est là? Tu sais, j'avais 11 ans, donc c'était un privilège. Je me disais, mais attends, mais ils sont fous les gens. On est au cinéma, il y a personne et tout, c'est une salle immense, c'était trop bien. Au Gaumont Convention, UGC Convention. Et je me rappelle à la fin de ce film, j'avais grave rigolé, mais par contre, je me suis aperçu quand on en a parlé que je l'avais pas revu depuis, je crois. J'ai dû le revoir une fois peut-être. Ouais. Du coup, j'ai regardé les extraits. Effectivement, en fait, il y a plein de trucs que j'avais pas oublié, quoi. Ça m'est resté de ouf, ça m'avait marqué. Parce qu'en plus, quand t'as 11 ans, quand même pas mal de scènes où c'est ton humour, quoi. Oui, de ouf. La scène des chiottes, tu vois. La scène des chiottes, par exemple. Oui. Bah, y a ça, puis le pipi sur les mobilettes, là. T'es là. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, et puis je pense que c'est pas mal pipi caca, et puis aussi le fait qu'il y ait pas mal de grimaces, tu vois, pour un enfant. Ouais, ça reste quand même hyper enfantin comme film. Aurélien? Eh bien, moi aussi, je l'ai vu au cinéma et je me souviens très bien aussi parce que c'était ma première fête du cinéma en 94. Et je me souviens d'avoir vu, tu sais, le moment où tu vas voir tous les films qu'il y a, tu vois, à la suite. Ouais. Et j'ai fait un combo qui n'a aucun sens, c'est-à-dire que j'ai vu La Haine à 14h. Pas mal. Donc je sors, t'es dévasté, tu vois. À 16h, je vois Dumb and Dumber dans une salle où il y a personne, tu vois, vraiment. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce film de débilos mental? Et après, j'ai regardé La Cité des Enfants Perdus de Fab de Jeunet. Ouais, Jeunet et Caro, j'allais dire Fab Caro, ça n'a aucun sens. Et ouais, je me rappelle exactement de. En fait, tout se mélange dans ma tête.
fait des souvenirs que j'ai de cette journée, tu vois, où j'ai eu l'impression de voir 3 films de cinéma que j'ai grave kiffé après. Et après, je me rappelle de revoir Dumb and Dumber à fond quand il passait sur le câble, parce que j'avais un peu de la chance d'être RTL9. abonné, satellite, tout ça. Ouais, à l'époque, même à l'époque des Canal Cinéma, tout ça, mes parents, ils avaient tout pris pour le coup. Et je me rappelle d'avoir enregistré le truc et de le montrer à mon petit frère en lui disant, ouais, tu vas voir, c'est génial et tout. Et je me rappelle d'une phase qu'on mettait tout le temps en boucle. Et je pense que même on l'a grossi alors qu'elle est peut-être pas aussi folle. C'est à un moment, il laisse ses affaires à une petite vieille. Et il va chercher des trucs et il revient, Jim Carrey avec un chapeau de cow-boy, un truc et tout. Et en fait, la petite vieille, elle s'est barrée. Et tu sais, il fait genre, petite vieille. Et nous, avec mon frère, des fois, on n'entendait rien dans la maison. Et des fois, on entendait juste un petite vieille. Son chapeau, il est géant. En plus. Pourquoi il a un chapeau géant? Et puis, tu sais, il a une raquette avec un ballon, là. Tu sais, genre tac, 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 tac. Ça n'a aucun sens, vraiment. En plus, juste avant, son pote lui a dit, tu ne prends que le nécessaire. Tu vois, le strict nécessaire. Moi, pour la première fois dans ce podcast, j'ai pas de souvenir de ce film. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. Je saurais même pas dire si je l'ai vu dans les années 90 ou si je l'ai vu plus tard quand j'avais, je sais pas, 28, 30 ans. Mais c'est un film que j'ai adoré. Je pense pas que ce soit mon Jim Carrey préféré dans toute sa filmographie. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a... Déjà, c'est le premier film des frères Farrelly, donc il y a un truc qui est assez intéressant parce que c'est vraiment ce qui a marqué leur cinéma, parce qu'après, ils ont fait pas mal de films finalement sensiblement équivalents. Ouais. Et aussi, ce que j'aime, c'est le parti pris de se dire, ok, on va juste faire des vannes complètement de teubé, quoi. Ouais. C'est clair. Et vanne sur vanne, tout est bête. Ouais, puis tu sais, j'ai rarement vu un film où vraiment c'est assumé ce truc de teubé. On veut que des blagues teubé, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça cool. Et mon deuxième souvenir, c'est que pour mon anniversaire, il y a 2-3 ans, Guillaume, ici présent, m'a offert une lunchbox Dumb and Dumber. Ah oui, c'est vrai ça. Je l'ai, tiens. Bah, tu vois, je m'en souviens. Eh bah oui. Donc, dans mon bureau, chez moi, j'ai une lunchbox Dumb and Dumber. C'est pas mal. Qui date des années 90. Bon, un film qui est pas vraiment ton préféré, c'est ce qu'on a compris. C'est un cadeau un peu raté, mais bon, pourquoi pas. Tu pourrais pas en faire le même si on avait fait le podcast. Il est enfin utile, ce cadeau. Mais non, mais je suis content, il est dans mon bureau, je l'aime bien. Mais là, en écoutant ce qu'on se dit, je me disais, moi, j'étais dans une salle où il y avait personne, toi, tu l'as dans une salle où il y avait personne. Est-ce que ce film a marché vraiment? Comme je le disais dans l'intro, en fait, quand il est sorti, succès mitigé au niveau des critiques, au niveau du public. Le public n'était pas chaud sur le film, les critiques aussi. Et puis ça fait partie de ces films qui, au fil du temps, ont acquis comme ça un statut un peu culte. On ne sait pas vraiment pourquoi. Parfois, souvent, on en parle dans le podcast, c'est arrivé avec Last Action Hero ou plein de films comme ça qui ont été mal reçus quand ils sont sortis, puis après sont devenus des films cultes. Il y en a plein comme ça. Je pense qu'il y a le délire que Jim Carrey c'est devenu une telle méga star qu'après peut-être qu'ils ont revu le film différemment. Ouais, on en parlera plus tard, mais il faut savoir que quand ça sort, Jim Carrey est pratiquement, enfin, il est connu aux États-Unis parce qu'il fait une Living Color, une émission de télé américaine comique, mais dans le monde, il est pas tant que ça connu. Ouais. C'est la même année où il sort The Mask et Ace Ventura. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois, les gens n'étaient pas encore familiers avec Jim Carrey, je sais pas. Ouais, un truc que je trouve fou quand même, c'est que pour le coup, je découvre Jeff Daniels dans ce film. On n'en parle jamais de Jeff Daniels. Jeff Daniels, c'est l'acolyte de Jim Carrey dans le film. Ils sont quand même deux dans le film, tu vois. Ils ont quasiment le même rôle, enfin, ils ont le même temps de passage presque. Et moi, Jeff Daniels, pendant très longtemps, je croyais que c'était un débilos en fait. Genre, c'était genre vraiment un comique qui faisait que des trucs débiles. Et après, quand je l'ai vu dans des vrais rôles sérieux, il en a fait énormément, il a fait quasiment que ça. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Dumber là? Pourquoi il fait le gars sérieux? Ça n'a aucun sens. Et en fait, maintenant, c'est un de mes acteurs préférés. Tu vois, j'ai redécouvert plein de trucs des années 80 où je trouve qu'il est exceptionnel. Tu vois. Et c'est même bizarre. Je l'ai revu récemment dans un rôle de méchant. Il joue dans Looper. Et dans Looper, il joue un méchant un peu dégueulasse. Bavard, c'est quoi ta scène préférée dans le film? J'ai pas déjà répondu à ça. Ah je parlais de souvenirs, mais est-ce que tu as une scène en particulier qui te marque? Parce que là, du coup, tu as parlé d'une scène tout à l'heure, mais est-ce que tu as une autre scène qui te marque? Oui, non, mais en soi, il y en a plein. Celle que tu as dit, t'étais pas mal. Moi, et celle qui est très drôle aussi, c'est quand même celle du télésiège où il a la langue coincée à cause du givre sur la barre du télésiège. Et la langue qui s'agrandit et tout. Ouais, et puis tu sais, il fait plusieurs tours, et puis au bout d'un moment, ça ferme. Ils sont obligés de mettre le télésiège à côté, et puis après, tu la vois qui tire pour essayer de lui décoller la langue. Et c'est assez bien fait, enfin, c'est rigolo. Moi, c'est... Guillaume, il y a une scène qui te marque en particulier ou pas? Moi, il y en avait dont je me souvenais, notamment quand il échange la voiture chien avec un vélo, une motocyclette archi nulle, et il lui dit putain, mais moi je pensais que le gars lui dit, je pensais que t'étais un débile, mais tu viens de tout annuler, ça tue, t'es un génie et tout. Alors qu'en fait, c'est de la merde de ouf. Mais là, en revoyant, j'ai revu les best scenes, et il y en a une qui est trop marrante, genre ils sont sur le bord de la route et il y a un car qui s'arrête avec plein de meufs en bikini. C'est la scène de fin, c'est la scène finale. C'est trop bien. Et genre ils font genre ouais, on cherche des mecs pour nous accompagner et tout. Ils sont là. Ça tombe bien parce qu'il y a une ville juste là. Vous trouverez plein de mecs et du coup elles sont là.
ok, et genre il se barre, et là Jim Carrey il fait mais enfin tu te rends compte de ce que tu viens de faire, et il court après le bus, et là on se dit bon bah ils vont monter dans le bus, et il fait la ville c'est là-bas, c'est dans l'autre sens. Genre c'est archi bête, franchement c'est vraiment très drôle. En plus j'adore les vannes comme ça parce que c'est les vannes qui te prennent par surprise quoi, tu vois. C'est trop bien. Aurélien, t'as une scène préférée? Bah moi c'est surtout les vannes qui mettent trop longtemps. Genre je me rappelle quand ils sont dans leur espèce de camion chien, ils sont arrêtés par les flics là, et il a envie de pisser là. Ah il a pissé dans sa bouteille. Il pisse dans des bouteilles mais pendant 5 minutes, il pisse dans 4 bouteilles différentes et tout. Et là, au final, il donne à boire aux flics avec de la pisse. Ça me fait vraiment très rire. Il y a au moins 3 vannes de pisse dedans déjà. Ouais, et les chiottes, mec, bah, c'est la plus grosse blague de laxatif que j'avais vue quand j'étais petit, quand même. Moi. Enfin, il y a des bruits, ça n'a aucun sens avec une meuf qui est derrière, qui est là. La scène des chiottes, quand même. La scène des chiottes, elle est mythique, il n'y a pas de sens. Elle est culte aussi parce qu'on a tous un peu vécu possiblement cette situation. Pas moi. Ah bon, parle pas pour toi. Ah, okay. Tu veux nous raconter un truc peut-être? Non, peut-être tout à l'heure. Tu connais? Oui, j'ai jamais raconté ça, tu le sais, peut-être que je le raconterai tout à l'heure, je sais pas. On verra, peut-être. Alors, Aurélien, 1994 est une année très importante pour Jim Carrey, on en parlait, puisque cette année-là sort donc Dumb and Dumber, mais aussi le premier Ace Ventura, ainsi que The Mask. Année incroyable pour lui. Est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte? Ouais, tout à fait. Déjà, Jim Carrey est canadien. Il vient de Toronto. Et j'aurais un petit jeu avec vous là-dessus d'ailleurs, sur le Canada. Après cette petite chronique à la fin. Et pour remettre, c'est un comédien, dès qu'il a 15 ans, il veut absolument faire de la scène et du stand-up. Et son père arrive à le mettre un peu à faire de la comédie. Et donc, il a déjà ses premières scènes de stand-up à Toronto, alors qu'il a 15 ans. Et là, on parle des années 70 en fait. On est en 1977. Il commence à se faire connaître et en fait il se fait connaître, ce qui après devient un peu sa marque de fabrique, avec des imitations, du contorsionnisme et des blagues de grimaces en fait, des blagues vraiment faciales. Dès le début il est vraiment là-dedans, mais il est surtout vraiment imitateur, donc comique imitateur. Il a énormément d'imitations à son service. Oui, d'ailleurs sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter, il y a souvent, même sur Insta, il y a souvent une image qui revient où en gros c'est une sorte d'image quadrillée où on voit Jim Carrey en train d'imiter plusieurs personnages seulement en photo en fait. Ouais. Il y a Steve Martin, il y a même Yoda, il y a E.T., etc. Et il est trop fort, juste avec ses têtes. Et donc là, à cette époque-là, dans ce petit circuit de la comédie fin 70, début 80, il commence à se faire un nom, surtout avec ses imitations. Il a une imitation très importante de Elvis Presley, qu'il fait régulièrement, qu'il refera très souvent, même jusque dans les années 90. Il fait aussi tous les trucs d'actualité. Clint Eastwood souvent. Ouais, voilà, il a pas mal de spéciaux comme ça qu'il fait régulièrement. Et donc, vu qu'il commence à se faire connaître sur la scène du stand-up au Canada, bien sûr, il y a un programme qui vient de se lancer, qui est à balle et que tout le monde veut faire, c'est Saturday Night Live. Et donc, dès 81, à Toronto, il fait les premiers castings pour essayer de rentrer dans Saturday Night Live. Et là, débute une première histoire quand même de Jim Carrey et le SNL, parce que c'est assez légendaire. Il se fait recal direct. Donc, c'est qu'il y a un gars sur Terre qui a recal Jim Carrey. Ouais, non mais attends, c'est pas là, c'est que la première fois. Donc premier casting de Saturday Night Live en 1981, ça marche pas. Il a pas de green card, il peut pas aller bosser aux US, il continue à rester sur Toronto, sur le Canada. Il tourne énormément. Il commence à avoir des délires en télé. En fait, il y a CTV, je crois, qui est donc la chaîne CBS canadienne, qui lui propose de faire un téléfilm dans lequel il a un rôle qui est presque lui, en gros, une sorte de comédien qui galère un peu, qui fait des imitations, etc. Et le téléfilm marche très bien, et surtout, il va être en rotation sur la première chaîne du Canada pendant très longtemps. Donc en fait, tous les Canadiens commencent à savoir qui est Jimmy Carrey, tu vois. Et grâce à ça, il va être repéré par Rodney Dangerfield, qui est un grand comédien. Qui d'ailleurs aurait eu 100 ans il y a 2 jours. Ah bah putain, tu vois. Ça c'est une grosse info ça. Ouais. Et Rodney, pour remettre, après c'est compliqué, moi je le connais surtout pour Caddyshack, le golf en folie, le film avec Chevy Chase, Bill Murray, un des premiers rôles importants de Bill Murray, et une marmotte, déjà à l'époque. Ou une taupe d'ailleurs, ça devait être une taupe, moi je l'appelle la marmotte, mais bon bref, sur un golf. Et Rodney Dangerfield, c'est un humoriste qui est connu pour avoir des punchlines vraiment efficaces. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment le mec des années 70, début 80, qui était un peu, je sais pas, l'énorme star comédie américaine. Et lui, il découvre Jim Carrey, il adore, et il le prend sur sa tournée pour faire toutes les premières parties. Et donc le premier gros truc de Jim Carrey, c'est de faire une tournée américaine en première partie de Rodney Dangerfield, et franchement ça marche bien, il a vraiment un délire, et lui il se dit ok, bon bah je vais être comédien stand-up, et ça va être ma vie quoi.
En 83, il dit bon, Toronto, j'ai fait le tour, tout le monde me connaît, j'ai fait le délire, je vais m'installer à Hollywood. Et à Hollywood, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, je vais peut-être tester de refaire un petit Saturday Night Live. Et là, il y va. Et la même année, ça m'a fait marrer parce qu'ils ont retrouvé la séquence qu'il avait fait en test et il avait imité Henry Fonda dans Golden Pound, la Maison du Lac, un des films dont on a régulièrement parlé, enfin surtout moi, dans ce podcast. Et les mecs du casting ont décidé que ça ne plairait même pas à Lorne Michaels, qui est le producteur de Saturday Night Live. Donc Lorne Michaels n'a même pas vu Jim Carrey et Jim Carrey s'est revu viré du Saturday Night Live pour la deuxième fois. Mais c'est pas fini. Il a retesté en 86. Cette époque, c'est le moment où le SNL essaie de se relancer. Il y a Eddie Murphy qui commence à être méga chaud. Il y a plein de nouveaux comédiens qui s'installent, dont notamment beaucoup de Canadiens qui arrivent à rentrer dans le SNL. Il refait un casting en 86. À l'époque, il tourne beaucoup plus dans Californie et tout. Il refait un casting en même temps que Dana Carvey, qui est de Wentworth, et Phil Hartman, dont on a parlé aussi ici, qui a eu assassiné par sa femme. Voilà, tout à fait. Ils sont tous les trois. En fait, Jim Carrey sera le seul qui sera refusé du SNL pour la troisième fois. Et en fait, après, il va dire ok, vous avez pas envie de moi, ça marche pas, c'est impossible. Entre temps, il a pas mal de petits rôles dans des séries. Le problème qu'il a, en fait, c'est qu'il fait des grosses prestations dans les Tonight Show de Johnny Carson ou chez David Letterman, mais souvent c'est pour promouvoir des séries qui sont mortes dans l'œuf. C'est-à-dire que il commence à bosser dans des séries, il fait un pilote et en fait la série elle est kill et au final sa prestation il l'enlève des Tonight et des David Letterman. Donc en fait si tu cherches sur internet tu trouves souvent des footage de trucs qui sont jamais sortis de toutes les années 80 de Jim Carrey où en fait il avait déjà un niveau exceptionnel mais personne ne voulait de lui quoi. Enfin en gros personne le mettait vraiment en tête d'affiche. Et les premiers qui vont le faire, t'en as parlé, c'est les frères Wayans qui en 90 lance une sorte de comedy show avec des sketchs et les frères Wayans qui deviennent vraiment des gros stars de la comédie début 90, nouvelle génération, l'après Eddie Murphy, très street, en même temps très nouvel humour années 90. Et qui après ont explosé avec Scary Movie. Exactement, et puis même plein d'autres séries. Enfin, les frères Wayans, il y en a plein. Là, on parle des deux premiers, mais il y a au moins 4 frères Wayans qui sont connus, tous pour de la comédie ou pour même de la chanson et tout. Et là, Jim Carrey trouve sa place, ça devient régulier, et c'est là que vraiment les États-Unis le découvrent et commencent à le connaître. Et c'est même à travers ce rôle dans In Living Colors que un producteur va le découvrir. Mais alors, son premier rôle, ça sera donc Ace Ventura, qui sera vraiment son premier rôle de cinéma. Entre-temps, je n'en ai pas parlé, mais il a joué dans un film de Francis Ford Coppola. Il a eu quelques seconds rôles. Mais il a joué dans un Dirty Harry aussi. C'est vrai. Mais en fait, il joue tout ce qu'on le prend, mais c'est souvent dans le Peggy Got Married, là, c'est un second rôle, mais en vrai, on le voit 10 minutes à l'image. Maintenant que tu sais que c'est Jim Carrey, tu t'en rappelles, mais à l'époque, il y avait rien qui te faisait. En plus, il a un rôle détestable dans le film, donc t'as pas vraiment envie de te rappeler de ce personnage. Donc, il a déjà tourné avec des gros réalisateurs, mais avec des très petits rôles et sur lesquels il n'utilise pas du tout son pouvoir de comédie. Et les premiers qui l'utilisent, c'est donc le producteur de Ace Ventura, qui et en fait, c'est pas du tout le premier choix. À la base, ils veulent Ricky Moranis. Est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Jim Carrey pour Ace Ventura ? Alors que c'était pas du tout ça le projet. Le projet c'était vraiment de faire 100% blague, donc de faire que du gag à la suite. Le producteur avait dit genre je veux un mec qui écrit que des gags et je veux une star du moment. Au début il pensait vraiment à Ricky Moranis. Ouais, pour resituer, Rick Moranis ça a joué dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, Ghostbusters, tout ça. Exactement. Ensuite ils avaient pensé à Alan Rickman. Voilà, okay. Bon. Harry Potter, Die Hard. Voilà, mais bon, à l'époque, je savais même pas que le mec pouvait faire un truc marrant. Bon, bref, ces gens ont tous refusé. Après, ils se sont dit, on va faire Ace Ventura avec une femme. Ils ont proposé à Whoopi Goldberg. Et là, elle a dit non. Et là, ils ont dit, bon, faut qu'on trouve quelqu'un quand même. Dans In Living Colors, il y a un mec que j'aime bien qui fait des grimaces, c'est Jim Carrey, si on lui donnait sa chance. Et là, pouf, plus gros film de l'année 94, ça sort au tout début. Ça veut dire que sans ça, peut-être qu'il n'y a pas la carrière qu'on connaît après. Quoi. Absolument pas. Ouais. Et lui, il en parle souvent en disant, pendant toutes les années 80, j'étais un mec de stand-up qui, des fois, avait des fulgurances,
arrivé à passer à la télé, les gens savaient qui j'étais, voyaient ma tête, mais en fait pour eux j'étais juste un mec qui faisait du stand-up, que potentiellement ils pouvaient aller voir. J'étais pas du tout une star de cinéma, et lui en fait comme tous les comédiens des années 80, il essayait de tirer dans toutes les directions en se disant si c'est le stand-up ça marche, si c'est Saturday Night Live ça marche, la télé, le ciné. En fait on est vraiment dans les générations Eddie Murphy, SNL, t'as parlé de Ghostbusters, en fait c'est beaucoup de gens de tout ça qui jouent. Donc c'est l'époque où tout le cercle du SNL marche quand même bien, donc il essaye de rentrer dedans, mais il se fait refuser la porte au moins 3 fois, et grosse galère avant S Ventura, puis les pipi caca, les grosses grimaces. Et The Mask en 94. Ouais, exactement. Et tout arrive d'un coup. C'est-à-dire que moi, je vois bien être dans la tête de Jim Carrey en 94, où t'as galéré pendant je sais pas combien longtemps. Tu vois, même dans In Living Color, en vrai, c'est un peu un outsider par rapport au projet des frères Wayans, qui est très culturel, nouveau, alors que lui, il est quand même assez vieux, tu vois, et sa jeunesse, elle était au début des années 80. Là, c'est des du coup, S Ventura, il a quel âge? Eh bien, 15 ans en 77, il est né en 62, je crois. Donc il a 30 ans. 32 même. Ça va. 32. Mais tu vois, c'est pas un jeune premier. Ouais. Tu vois, c'est pas Eddie Murphy en 85, quoi. D'ailleurs, j'avais raconté une histoire dans une des vidéos où Jim Carrey, donc il y a l'année 94 où il fait ses 3 films. Et ces 3 films, faut savoir que à ce moment-là, Jim Carrey, ça devient le premier acteur dans l'histoire à avoir eu 3 films numéro 1 dans la même année. Donc pour un mec qui vient de In Living Color, c'est assez ouf, quoi. C'est du jamais vu. Et en gros, lui, il était sûr d'y arriver. Ouais. Il était vraiment sûr d'y arriver. Et ce qu'il avait fait en 91, 92, il avait pris un chèque comme ça. Ouais. Il avait écrit $1 million dessus. Ouais. Et il s'est dit, un jour, j'encaisserai ce chèque. Enfin, tu peux encaisser ton propre chèque, mais en gros, c'était juste une image. Il mettait ça dans son portefeuille. Il s'était dit, OK, chaque jour, il regardait ce chèque. Il se disait, un jour, j'encaisserai $1 million. Et puis finalement, il l'a fait en 94. Bah ouais. Voilà. Et beaucoup plus qu'$1 million. Et il a eu son premier monologue. Il a présenté le Saturday Night Live en tant qu'invité en 1996. Et depuis, il l'a fait 3 fois. Ça, c'est une belle revanche. C'est un délire quand même. Ouais. Très bien. Et beaucoup, j'ai un petit jeu là, rapide, sur le fait que, en fait, on se rend pas compte, mais tous nos comédiens préférés, presque, j'ai envie de dire, c'est pas des Américains, les mecs. C'est des Canadiens. Bah oui. Et donc, j'ai un petit jeu avec une vingtaine de personnes. Et ouais, il y a des courtes manches au début. Oui, c'est des Canadiens anglophones, pour que ça soit un peu plus difficile. Oui, bien sûr. Il y en a des faciles, mais il y en a des un peu moins faciles. Okay. Et le but, c'est de dire oui, il est canadien ou non. Et à ce moment-là, il est forcément américain. Facile pour le début. John Candy. Canadien. Voilà, tout à fait. D'Ontario, je crois, ou d'Ottawa. C'est ça, ouais. C'est un peu le profil. En plus, il a fait un film sur la garde montée canadienne. Enfin, c'est sûr que t'as ça. Deuxième, Bill Murray. Américain, en effet. Ouais. Harold Ramis. Américain. Ok. Bah oui. J'ai l'impression qu'il y a des pièges. Rick Moranis. Canadien. Tout à fait, Rick Moranis, c'est canadien. Il est chaud. Ouais. Parce que je voulais faire tout Ghostbusters, je me suis dit, il y en a bien qui va tomber. Dan Aykroyd. Canadien. Eh ouais, il est fort, JB, il connaît tout là. Il connaît le Canada. Et pour l'instant, il fait un sans faute. John Bellucci. Américain. Italien. C'est vrai. Non. Un peu italien, c'est vrai. Mike Myers. Canadien. Tout à fait. On va pas réussir à le plonger. Hein. On va le voir. Hein. Leslie Nielsen. Américain. Eh ben non! Première blague. Leslie Nielsen est canadien, le boss de Y a-t-il un pilote et tout ça, c'est un Canadien, vraiment. Et pourtant, il est né le même jour que moi, le 11 février, tu vois. Ouais. J'aurais dû le savoir. Bah voilà, Leslie Nielsen est canadien. Paix à son âme, grand comédien aussi dans les blagues, tu vois, dans les films dont on parle un peu foufou, débile, pipi caca, il est pas mal. Passons un peu en mode série, mais film quand même. David Schwimmer, Friends, Ross, Geller. Je dirais américain. Américain. Ouais. Matthew Perry. Matthew Perry canadien. Ouais, Matthew Perry, canadien, bravo. Plus jeune, Jonah Hill. Canadien. Vancouver. Non, Jonah Hill est américain. Ok. Par contre, Michael Cera. Canadien. Michael Cera est canadien. Ce qu'il a dit par contre. Ouais, c'est vrai, j'ai foiré. J'ai Jay Baruchel qui est canadien. C'est vrai, c'est son pote. J'allais le dire avec Seth Rogen. Ryan Gosling. Il est canadien. Tout à fait, Ryan Gosling canadien aussi. Ah, c'est vrai, Ryan Gosling canadien. Steve Carell aussi. J'en ai encore là. Non, je crois pas. Je sais plus. Seth Rogen. Américain. Canadien, Seth Rogen. Putain, je suis perdu. Canadien, allez hop. Steve Martin. Américain. Et Martin Short. Canadien. Ouais. Et quelques-uns pour finir, mais vraiment les plus gros. Michael J. Fox. Canadien. Ouais. Il a joué au hockey dans sa jeunesse et tout. C'est vrai. Mark Hamill. Luke Skywalker. Américain. Tout à fait. Oui. Et William Shatner. Canadien. Ouais.
JB il est fort. Il met des petits pièges. JB il est quasiment fort. Ça va, merci. Bah écoute, je suis bon en canadien. Ça peut, je sais pas comment ça peut me servir dans la vie, mais je suis bon en quiz canadien. T'es gravement canadien. Alors, comme je disais en intro, Dumb and Dumber sont des gros teubés. On est d'accord là-dessus. Du coup, je me suis dit, et ça va poursuivre ton quiz, faisons un quiz teubé. Ok. Afin de savoir qui est le plus gros teubé de vous trois. Ah, pas mal. Ah ouais, ça on peut. Je pense que les gens ont envie de savoir qui est le plus gros teubé. Je vais vous poser des questions très simples, et le premier qui répond l'emporte. Celui qui a le moins de points sera le plus gros teubé des trois. Allez, Il faut être réactif, quoi. Et là, il faut être créatif parce que personne n'a. Qui a envie d'être le teubé, franchement? Je sens que je vais perdre, j'en suis sûr. Hein? je suis nul en réaction. 80 000 personnes qui écoutent. Qui a envie d'être teubé aux oreilles de ces 80 000 personnes? Allez. C'est la pression. Je mets un petit peu de pression quand même pour. Ok, je commence avec un classique. Attention, hein. Attention, je commence avec un classique, un petit calcul mental. Tranquille. Ok. Calcul mental de teubé. Non, mais calcul mental de teubé. 8 plus 17. 25. Oh, c'est là-bas! Ah, il est pas teubé, lui, là-bas. Oh, il est très intelligent. Oh, le QI du gars, quoi. Le QI, incroyable, le QI. Mais comment t'as fait, Guillaume? Bah, je suis un frère Bogdanov, on dirait. Comment t'as fait pour calculer aussi vite? Oh, parce que tu sais, j'ai été caissier, tout simplement. C'est moi. Tu es donc 1-0-0. Ouh. Attention, Babor Aurélien. C'est en 300 Ah, je questions. vais être teubé. Je suis un peu épaté par ton intelligence, Guillaume. Je veux dire. C'est la question numéro 1, attention. Ok, le quiz teubé reprend. Quelle est la capitale des États-Unis? Washington. Oh non, mais c'est Guillaume. Washington. Non, Il y a des Washington DC. Ah, moi, je pense que c'est Guillaume. Moi, je pense que c'est Guillaume. Lui, il pensait à l'État. Alors que moi, non, moi je pensais à Washington DC, Moi- District of Bon, Columbia. moi, je- Sorry, but. Non. Je sais que c'est mon pote, mais je pense que c'est Guillaume. J'ai dit Washington, désolé. Et Babor était Je vous juste retiens là. vous deux là. un 0,5 quoi. Bon. Babor, t'as fait preuve de moins de teubéisme sur cette question, mais ça fait 2-0 pour En tout cas, Guillaume. il y a un maillon faible qui se dessine. Clairement, je suis teubé. En vrai, aïe, je suis aïe, pas aïe. rapide. Voilà, faut pas se mentir. Ouais. Ok, prochaine question Je du prends mon quiz teubé. Veuillez me citer votre prénom. Guillaume, j'ai dit. Ah, Guillaume Aurélien. Je sais parlé pas trop, aussi, hein. je sais pas trop comment tu t'appelles toi, Babor, apparemment. Mais si, j'ai dit. Ah, bah, c'est- Ah, mais les témoins là. Ouais, on va dire que c'est Aurélien. On va dire que c'est Aurélien en premier. Ah, merci. Bah, écoute, J'ai parlé plus fort. ça fait 2-1-0. Attention, Babor, là par contre c'est En chaud. fait, c'est moi le teubé. Ok. Surtout la question étant, qui se trompe à cette question? J'ai hésité. Bah, pour- teubé. j'ai hésité. Ouais, j'ai un pseudo qui prend beaucoup de place dans mon Ouais, existence. en même temps, c'est pas facile. c'est vrai, C'était c'est pas vrai. facile pour avoir ces questions, j'avoue. Ouais, J'avais pas c'est pensé. Ok, prochaine question. Citez-moi un aliment que vous adorez manger. Chocolat. J'ai dit la tomate. J'ai dit pâte. J'ai dit chocolat, mais il y a 3 syllabes. Non, mais Je suis allé c'est cash. chocolat. J'ai dit Il pâte. a dit chocolat. Et effectivement, le chocolat est agréable à manger. Mais Ah, la les tomate. pâtes aussi. Les putain. pâtes aussi. Ouais, mais vous avez tous raison. De toute façon, c'était quel aliment adorez-vous manger? J'ai juste dit fort. Moi, je hurle à chaque question. Babor c'est a ça. dit chocolat et effectivement c'est une réponse qui fonctionne. Ouais, Le j'ai chocolat, crié, c'est agréable d'en manger. Merci. C'est juste, c'est pas par pitué, par aux 2 autres manches que tu m'accordes ce Non, point. non, on a 2 points, 1 point, 1 point. Ok. Il en reste 2. Beaucoup d'intello autour de C'est une cette courte, table, je dois le dire dans vos réponses. Pour l'instant, tout le monde a des bonnes réponses. Ok. La prochaine question est très technique dans ce quiz teubé. Le premier qui arrive à imiter cet animal, attention, la vache. Oh, ouais, c'est au milieu. Ouais, c'est effectivement la vache fait meuh. La vache fait meuh, Babor, bravo. Tu sais qu'il a tellement bien fait que je me suis retourné. Non, mais je refuse d'être le plus crétin de cette bande. Ah, donc ça, c'est pas teubé, ça. Non, mais Faire meuh, non, comme il ça. a été le premier. Toi, t'as été plus teubé que lui parce que t'as dit meuh après. Et lui, Attendez, il savait. moi, j'ai attendez, raté, moi. j'aimerais quand même dire que les questions ne sont pas au même niveau. Moi, j'ai du calcul mental. Et eux, c'est genre, tu peux me donner ton prénom et fais la vache. C'est quand même un autre C'est délire. le quiz teubé. Ah, qu'est-ce que ouais, tu fais Nul, Eh ben, c'est le quiz teubé. Putain. Babor redevient un télo. Voilà, il y a 2-2-1. Je ne Il m'abuse. y a 2-2-1. Il y a Ouais, Faut juste 2-2-1. pas faut juste que ce soit toi ou moi. Ok. Et c'est bon. Il en reste 2. Ah, ok, 2. Il en reste 2. Attention, hein. Le quiz teubé. Qui est le plus teubé des 3? Quel est ce sport? On cherche un sport. Un sport pratiqué avec une petite balle jaune. Le tennis. Ah, c'est là-bas. Tennis, c'est il est là. là-bas, ouais, c'est là-bas, c'est- ouais. Non, c'est le tennis. Hein. Le tennis, la petite balle jaune, c'est le tennis, Aurélien. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Non, mais j'ai dit avant. Il l'a dit avant. Ouais. Ah, Il est c'est- très réactif. Tout à fait. Le tennis. Moi, j'ai fait Non, tennis. non, très non, intelligent. non, non. Ça fait donc 3-2-1. Oui, Quelle arnaque. je vais dire une bonne chose. Oui. Cette question compte qui tout double. Oui, bien Celui qui la sûr. remporte, c'est le moins teubé. Bien sûr. C'est qui tout double. Donc en gros, Ah, je suis celui teubé, qui de toute remporte façon, la celui-là. prochaine, celui qui remporte la prochaine Et le plus est intelligent de la et table. le plus intelligent de la table. Et Du coup, il y aura 2 bolos. et il y aura 2 teubés. Ok, full teubé, Effectivement. full teubé. Il y aura 2 teubés. La pression. Dernière question de ce quiz teubé. Citez-moi quelque chose de très méchant. J'ai gagné. Gamel. J'y vais en Ouais. premier. Bah écoute, c'est une bonne réponse parce que j'ai fait un quiz teubé.
Et ça, c'est pas sympa pour vous. Ce qui fait que Babor est le plus intelligent de ce plateau. J'en étais sûr. Bah, bravo. T'avais dit quoi, toi, Guillaume? J'avais dit Gargamel, mais personne J'avais dit Oui, Gargamel, ça fonctionne. j'avais dit une araignée. Une araignée. Ah, pas mal. Et Les araignées, c'est très méchant, les araignées. Gargamel aussi, non mais. Gargamel, quand même, merde. C'est très méchant, les araignées. C'était nul comme réponse, je suis désolé. Non, JB, ça marche mieux, bravo. Question nulle à réponse nulle. Bah, je suis teubé. Bah, bravo, ça te fait quoi d'être le plus intello autour de cette table, Babor? Bah non, c'est bien. Et d'avoir deux teubés autour de toi. C'est ça. Ouais, je suis teubé, moi. C'est toujours un peu moussé de se sentir supérieur, mais voilà. C'est de courte durée parce que j'étais nul en canadien versus américain, c'est chacun son tour. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment très bête? Si c'est non, la réponse. Non, il n'y a pas un petit moment, Guillaume, où tu t'es senti très bête dans ta vie? Moi, il doit y en avoir beaucoup, mais. Attends. Si d'autres vous avez des anecdotes, n'hésitez pas. Hein. Babor, non, je réfléchis. Je me suis senti vous êtes vraiment des intellos. Vous êtes définitivement des intellos. Vous n'êtes jamais bêtes. Moi, je me suis senti bête récemment, je vais te dire pourquoi. J'étais avec Midi et en fait, on était sur Insta, on scrollait et tout. Et il y a une meuf qui fait une story et qui dit c'est incroyable parce que les gens qui vont naître aujourd'hui, donc en 2021, c'est-à-dire ils vont connaître l'an 3000. Et en fait, pendant une fraction de seconde, je dis ah ouais, c'est vrai, c'est fou ça. Tu vois, j'ai oublié qu'il y avait 2100, 2200, 2300, 2400, tu vois. Mais c'est cette conne qui m'a induit en erreur, quoi. Tu vois. Et je me suis senti un peu bête. Mais là, à l'instant, je viens de me dire ouais, grave. Tu vois, toi aussi. Est-ce que c'est Némésia? Comment? Est-ce que c'est Némésia? Non, c'est pas Nimeza. D'accord, parce qu'elle est bien dans ce genre de truc où, non, tu te prends un truc, elle fait exprès de passer pour une conne et c'est très drôle souvent. Mais non, en fait, c'était pas ça, c'était une meuf tu vois, quand tu scrolles les Reels là sur Insta. Ah, t'es un scroller de Reels, toi? Moi, un petit peu. Et en fait, en regardant ça, je me suis dit, bah ouais, et Guillaume vient de faire pareil, donc on est teubés, toi et moi. Non, mais c'est pour pas que tu sois seul, quoi. Ouais, ça. Donc voilà, donc là, par exemple, je me suis senti teubé, par exemple. Je comprends. Mais putain, moi, j'ai rien, là. Bah bravo, bah écoutez, je suis le seul. T'es le seul idiot de cette table. Bah tu vois, on est tous idiots finalement. Et ça, c'est pas mal. Alors Guillaume, j'en parlais en intro, ce film a été réalisé par deux frères, les frères Farrelly. Et dans l'histoire du cinéma, c'est souvent arrivé que des frères et sœurs réalisent un film à deux. Exactement, et je vais parler très lentement pour les teubés autour de la table. Je vous propose un petit tour d'horizon des réalisateurs qui se voient aussi au repas de famille. Et on commence avec les jumeaux Albert et Allen, de leur nom, Hughes, bien joué, fratrie de producteurs, réalisateurs, scénaristes américains qui ont commencé à réaliser des courts-métrages à partir de l'âge de 8 ans, très précoce, puis après leurs études audiovisuelles pour l'un et classiques pour l'autre, ils réalisent un clip posthume pour le titre de Marvin Gaye, Inner City Blues, à l'occasion de la ressortie de l'album What's Going On. Clip dont les fonds vont être totalement réinvestis par les deux frères dans leur premier long-métrage, Menace to Society. Menace, ouais. Je suis très lent, mais 1993. Ah bon, c'est dans le. Je suis tombé de la vitesse. S'ensuit alors une carrière évoluant dans tous les styles, puisqu'on les retrouve à la réalisation de From Hell avec Johnny Depp en 2001, qui retrace les meurtres de Jack l'Éventreur, ou encore le livre Delhi. Jamais vu. J'ai pas vu non plus. Qui avec Denzel Washington. C'est Mad Max, mais. En 2010 avec Denzel Washington et Gary Oldman, dans un thriller apocalyptique. On enchaîne avec un duo de sœurs, à savoir Lana et Lily. Wachowski, bien joué. Anciennement connus sous le nom de Larry et Andy Wachowski, avant leur transition de genre respectivement en 2012 et 2016, réalisatrice, scénariste et productrice américaine à qui l'on doit bien sûr la trilogie Matrix. Tiens, d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi Guillaume, est-ce que le nouveau Matrix, vous l'attendez avec impatience ou qui est chaud sur Matrix? Parce que moi, Matrix, j'ai vu ça très récemment. J'ai vu le premier il y a 2 ans seulement. Ah ouais, t'avais jamais vu ça? Et j'ai pas suivi, et je suis jamais été dans le délire Matrix. Moi, j'ai kiffé quand j'étais petit, mais quand je les ai revus, j'ai fait ok, le 1 il est bien. Mais non, mais au cinéma, c'est une petite tarte quand même. Le 4, je l'attends plutôt. Ouais. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. T'étais fan des premiers? Enfin, t'étais fan de. Je les ai tous vus au ciné et franchement, j'ai kiffé. C'était un peu le petit événement de l'époque. Mais justement, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, parce que moi j'ai vu Matrix le premier il y a pas longtemps, et il y a plein de gens qui m'ont dit, si tu l'avais vu au ciné quand c'est sorti, t'aurais pris une claque. Est-ce qu'on prend une claque quand on le voit au ciné? Franchement, ouais, j'étais gamin, donc ça a dû vieillir, mais franchement, ouais. Moi, je l'attendais de ouf. Même le dernier qui est à chier. Franchement, au ciné, ça passe crème. Le 3 là, ouais. L'évolution machin là. Mais ouais, avec les gros mechas et tout, c'est un délire de gosse, tu vois. T'as l'impression de jouer à un jeu vidéo en fait. Toi, Guillaume, t'attends les Matrix un peu ou pas? Non, mais j'avais pris une bonne tarte et qui plus est, il y avait Rage Against the Machine sur la BO et ça me faisait plaisir. J'avoue. Ça se terminait par ça et j'étais content. Très bien. Mais alors, les sœurs Wachowski, elles commencent leur carrière en tant que scénaristes chez Marvel. Est-ce que vous saviez ça? Ouais. Notamment sur la série Ecto Kid de 93 à 94. Il faudra attendre 1995 pour que leur premier script soit produit, à savoir Assassin. Réalisé par Richard Donner. Tu sais que j'ai revu Assassin il y a genre 3-4 mois. Ouais.
Et tu sais, j'étais sur mon téléphone pendant les crédits de fin, etc. Et à un moment donné, je regarde l'écran et je vois Wachowski. Je me suis dit, bah attends, c'est dingue. Et après, je suis allé sur Wikipédia et effectivement, elles ont écrit ce film, c'est assez fou. Avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas. Et Richard Donner, il trouve le script original beaucoup trop compliqué. Il décide de le réécrire. Et c'est le tout premier contrat des Wachowski. Et pourtant, il n'aime pas du tout la réécriture de Richard Donner sur le scénario. Imagine. Et il demande à ce que leur nom ne soit pas mentionné sur l'affiche. Joel Silver, le producteur de l'époque, leur dira, mais enfin, vous êtes fous. Pourtant, le film est très cool. Oh oui. Mais enfin, vous êtes fous puisque vous avez votre nom sur une affiche sur un film réalisé par Richard Donner et c'est votre premier pas dans le business et vous voulez enlever votre nom. Ce à quoi ils ont répondu, on s'en fout, on n'aime juste pas le film. Bravo. Finalement, ils n'obtiennent pas gain de cause et ils auront tout de même leur nom sur l'affiche. film qui fera un flop retentissant à sa sortie. Pourtant, c'est la fin des. Je l'ai jamais vu. Bah, super film, je pense que t'aimerais bien. Bah, je pense, déjà, le casting, ça me fait rêver déjà. Bah, non, mais regarde-le et je veux bien avoir ton avis sur Instagram en DM, par exemple. Avec plaisir. C'est à l'époque des fins des films d'action, là. Tu sais, c'est l'époque où ça y est, Stallone en a marre et tout. C'est après Cliffhanger et tout. Pas trop encore. Il a un petit charisme quand même dans le film Stallone, tu vois. Ouais, mais je pense que les gens, il sort au cinéma, je suis pas sûr que c'est le moment où ils ont on s'est dit, oh, Stallone, il a aucun charisme. Bon. Il a plus de charisme que nous ou pas? Probablement. Dans Oscar, mec, dans Oscar, il a pas un grand charisme. C'est vrai. Et alors, heureusement, il transforme l'essai un an plus tard avec le film Bound, premier film qui leur vaut un succès d'estime. Et c'est à partir évidemment de 99 que le monde entier va connaître leur travail avec le premier épisode de la trilogie Matrix, trilogie qu'ils termineront en 2003 avec Matrix Révolution et qui rapportera en tout plus de 1,5 milliard. Ah ouais, le milliard. Je me suis dit que c'est vraiment un des seuls mots que tu dis avec ce ton. Milliard, ouais, c'est vrai. Si je te donne 10 euros, je dis pas 10 euros. Milliards au box-office. Quand tu gagnes comme ça, tu fais plus de cinéma, tu t'en fous, non? Mais attends, parce qu'on leur doit aussi quand même le scénario et la production de V pour Vendetta aussi. Ah oui, c'est vrai. Pas mal. C'est quand même eu son petit succès. Et la série Sense8 que j'ai jamais regardé. Cloud Atlas aussi. Ouais, c'est bien. Et Cloud Atlas aussi. C'était pas mal. Et Jupiter, je sais pas quoi là. Mais ça, je pense qu'il faut pas en parler. Non, ça c'est. J'avais fini ce petit pan de ma chronique avec écrit un livret A bien fourni si vous voulez mon avis. Bon voilà, c'est vrai qui se vaut. On poursuit avec le duo de réalisateurs frères le plus connu au monde, à savoir Joel et Ethan. Les Cohen. Les frères Cohen, bien sûr, nés en 54 et 57, réalisateurs, producteurs et scénaristes de 20 films tout ronds et qui commencent leur carrière de réalisateur en 1984 avec Blood Simple, mais c'est en 94 qu'ils font parler d'eux avec leur première palme d'or à Cannes pour le film Barton Fink avec John Turturro. S'ensuit évidemment une longue liste de succès au box-office. J'ai nommé Fargo, Big Lebowski, Oh Brother, No Country for Old Men, Burn After Reading, Serious Man, True Grit et j'en passe. Est-ce que c'est pas un peu les frères stars eux deux quand même? C'est incroyable. Ouais. En vrai, cette carrière elle est incroyable. Ouais. Mais écoute ça, carrière à succès s'il en est, qu'il résume simplement en une anecdote. Parce que je lisais une interview d'eux. À la fin des années 60, quand Ethan avait 11-12 ans, on a récupéré un costume et une mallette et on est allé à l'aéroport de Minneapolis avec une Super 8. Et on a tourné un court-métrage appelé Henry Kissinger, un homme sur le départ. Et franchement, c'était presque la même chose que tout ce qu'on a fait depuis. D'accord. Ils avaient déjà posé les bases. Et j'en ai une autre aussi, petite anecdote tabzienne sur Joel Cohen. Est-ce que vous savez quel était son premier job au cinéma? C'était pas monteur? Ouais, en 1981, mais pour quel film? Bah, pour un gros film en plus. Assistant monteur sur Evil Dead. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. J'avais vu ça. Beau CV. Alors, on continue en Belgique avec deux frères. Les frères. Hey, Dardenne. Faut le dire comme ça. Qui a fait cette voix? Faut le dire comme ça. C'est Dardenne. C'est Dardenne. Respectivement, Jean-Pierre et Luc, duo de réalisateurs, producteurs et scénaristes qui font partie du cercle très fermé des réalisateurs ayant reçu 2 fois la Palme d'Or à Cannes, aux côtés de Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Ken Loach, Bill Auguste, Emir Kusturica. C'est dur à dire, putain, et c'est vraiment un truc de phonétique. Et encore, Michael Haneke, en 1999 pour Rosetta et en 2005 pour L'Enfant. Et beau message d'espoir et belle histoire de succès parce qu'au début de leur carrière, après quelques expérimentations théâtrales, ils se retrouvent sans un sou en poche et ils sont tous les deux obligés d'aller bosser à la centrale nucléaire de Tihange. N'ayant aucun diplôme, ils sont manœuvres et ils coulent et fabriquent du béton. Et à chaque fois, je pense à ça, tu sais, parce que parfois on se dit, oh, t'imagines, tu sais, les succès d'où ça vient. C'est-à-dire que ces gars, ils étaient là, oh, on veut faire du cinéma. Et finalement, ils ont pas de thunes, ils retournent à la centrale nucléaire. Ouais. Et quand t'es en train de couler ton béton à la centrale nucléaire, t'es loin de ta palme d'or. Ouais, ça part de loin. Et c'est grâce à cet argent qu'ils achètent en commun leur première caméra et un magnétoscope. Ils sont alors très loin de la palme d'or, mais c'est ce qui leur a donné leur goût du cinéma social et qui a fait leur marque de fabrique par la suite. Anecdote tabzienne aussi, puisque leur premier film de fiction, après quelques années de documentaire, sort en 1987. Il s'intitule Falch et il a réalisé 712 entrées au cinéma. Waouh. Leur premier essai. Aïe. Comme quoi, il faut s'accrocher. Hein. Ouais. Message pour les jeunes. On poursuit avec une fratrie plus jeune mais tout aussi talentueuse. J'ai nommé Joshua et Ben.
Safdie. Bravo, Safdie, réalisateur, acteur, monteur, scénariste new-yorkais, à qui l'on doit notamment Good Time avec Robert Pattinson et Ben Safdie en 2017 et Uncut James avec Adam Sandler en 2019, produit par non moins que Martin Scorsese. Et j'ai une très bonne anecdote tabzienne sur comment il s'appelle, Josh Safdie, puisque à l'époque de Good Time, il est chez Robert Pattinson. Est-ce que vous connaissez cette anecdote? Non. Ah, peut-être pas. Tu la connais pas? Bah, peut-être pas. Ah, c'est JB ça. connaît pas l'anecdote. Bah, c'est bizarre. Bizarre. Hein. Donc il est chez Robert Pattinson et il dit je vais aller aux chiottes. Bon, bonne anecdote. Il va aux chiottes, il prend un livre et il lit, il dit putain mais elles sont trop confortables ces chiottes, elles sont trop bien. Et il sort et dit à Robert attends mais tes chiottes c'est quoi, elles sont trop cool et tout. Fait laisse tomber, c'est une marque de ouf, c'est une marque japonaise et tout. Si t'as aimé les chiottes du salon, va dans les chiottes dans ma chambre. Donc il retourne dans les chiottes dans la chambre, il dit waouh, et là il arrive et il dit carrément la cuvette elle s'est ouverte, elle a dit ouais sit on me et tout machin, genre apparemment c'est un truc de ouf, tu vois. Il était là waouh mais tes chiottes c'est un truc de ouf, je les aime trop. Et Robert Pattinson il dit écoute, si on est dans la sélection de Cannes avec ce film, je te les offre. Ah, pas mal. Et donc le temps passe, etc. Et un jour, il est en appel avec plein de producteurs, il est en visio sur un truc hyper important. Et il y a le téléphone qui sonne, Robert Pattinson qui dit ouais, call me back. Il lui envoie, il fait ouais, je peux pas, je suis en train de parler avec des gars et tout. Et il lui envoie juste le MMS des chiottes et il lui dit cadeau. Et là, donc il est avec ses producteurs et dit attendez les gars, je crois qu'on doit couper la réunion, je crois qu'on est en sélection officielle de Cannes. Ils font comment tu sais? Et il fait j'ai reçu le MMS des chiottes de Robert Pattinson et c'est le signal et tout. Et c'est comme ça qu'il a appris qu'il était en sélection officielle pour Good Time. Et du coup, il a ces chiottes là, mais comme il a déjà des chiottes chez lui, elles sont encore emballées et il est jamais déballé. Mais c'est le symbole de sa victoire pour Good Time. Pas mal. Très tabzien. Très tabzien ça. Et donc voilà, en gros, on voit qu'on aurait pu citer aussi David et Jerry. Heller. Zucker. Bah, Zucker. Avec Jim Abrahams, évidemment tous les Y a-t-il. Les As. Anthony et Joe Russo pour Captain America, Avengers. Infinity War et Endgames, mais aussi, je le savais moi, ils ont réalisé des épisodes d'Arrested Development sur la saison 1 et la saison 2. Ah, je sais pas. Greg et Colin Strauss pour Alien vs Predator, Matt et Ross Duffer qui ont créé quand même la série Stranger Things, qui sont deux frères. Okay. Et aussi, si on parle de fratrie historique de l'industrie cinématographique, comment ne pas citer Harry, Albert, Sam et Jacques Warner, les Warner Bros. Ah ouais. Tout bonnement, les Warner Bros. Et les frères Weinstein quand même, non? Et ouais, mais en plus c'est dans les fratries, j'étais là, ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Hein. En français, il y a les Boukarma aussi qui ont fait Teddy récemment. Je savais pas. Bah voilà, c'est deux jumeaux en plus. Tu m'apprends quelque chose. Voilà. Mais il y a aussi Christopher Nolan et son frère, parce que son frère écrit les films aussi. Oui, Christopher Nolan. Ouais. Et il y a aussi tout bonnement les frères Lumière. Oui, c'est vrai. Pas mal. J'avais fait il y a aussi les frères Lumière qui ont pas mal œuvré pour la toile. Terrible résumé de carrière, mais c'est une simple chronique qui s'arrête ici. Voilà. Non, et puis aussi, justement, on parlait des frères Farrelly qui ont fait Dumb and Dumber, et ce duo s'est séparé récemment. Et l'un des deux Farrelly a fait le film Green Book, exactement. Ouais, qui est un film plus un film comique. Ils ont l'habitude de faire des films comiques, les Farrelly. Et là, du coup, ils se lancent dans le drame. Du coup, et d'ailleurs, je crois que c'est ce que vont faire les frères Cohen aussi. Je crois qu'il y a un des deux Cohen qui va possiblement faire des blagues et l'autre pas. Non, mais il y a un truc où parfois les frères se séparent. Mais merci pour cette chronique. Avec plaisir, Guillaume. C'était beau. Quand je discutais avec Babor en DM, il m'a dit moi, je veux faire cette émission parce que les anecdotes de films, c'est ma vie en fait. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ah bah mot pour mot. Et mot pour mot, il m'a dit ça. C'est ma vie. Et il m'a dit je veux venir pour ça. Et bah ça tombe bien parce que j'ai des anecdotes croustillantes sur le Dumb and Dumber. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Ça risque de te régaler. Bah oui. Pour commencer, les deux personnages principaux dans ce film se nomment Harry et Lloyd, un hommage à l'humoriste Harold Lloyd. Peut-être qu'il ne vous parle pas dit comme ça, mais il s'agit de ce fameux type en noir et blanc accroché à une aiguille d'horloge en haut d'un building. On a tous vu cette image. Oui. On a tous vu cette image ou pas? Oui, on l'a tous vu. Tout le monde l'a vu dans cette salle? Oui, on l'a tous vu. Oui, tout le monde dit oui de la tête. C'est un peu ce contraint de force. Oui, on l'a vu, oui, à Brèche. Et pour ceux qui sont plus familiers avec lui, ils savent que c'est un des plus grands comiques de l'époque du muet, aux côtés de Chaplin ou encore Buster Keaton. Une info que j'ai découvert en parcourant la fiche technique de ce film, la musique de Dumb and Dumber a été composée par Todd Rundgren, musicien très connu, mais aussi producteur en l'occurrence de Patti Smith ou encore Hall & Oates. Ça devrait te régaler, Aurélien. J'adore. Todd Rundgren qui a la particularité d'être celui qui a reconnu à la naissance Liv Tyler, puisque son père, Steven Tyler, leader d'Aerosmith, ne pouvait pas le faire à l'époque, englué dans ses problèmes de drogue. Donc en fait, techniquement, pour la loi, c'est son père, Todd Rundgren, à Liv Tyler. Ah, c'est fou. Ouais. C'est fou, hein. Ah bah là, c'est top, ça croustille, bien évidemment. L'hôtel que l'on voit dans le film lorsqu'ils arrivent dans le Colorado est tout simplement le Stanley Hotel, hôtel dans lequel a séjourné Stephen King avant d'avoir l'idée d'écrire Shining. Wow. C'est cet hôtel-là qui lui a inspiré le film. Et pour la petite anecdote, Jim Carrey
sachant que cet hôtel avait inspiré le film Shining, a décidé de dormir dans la chambre 217. Et la chambre 217, c'est la chambre dans laquelle a dormi Stephen King. Pour vous resituer un peu le contexte, Stephen King va en vacances dans cet hôtel et puis il passe une nuit horrible dans cette chambre 217. Il a des cauchemars, il a des visions, etc. Et c'est comme ça qu'il a l'idée d'écrire Shining. Donc Jim Carrey voulait dormir dans cette chambre. Et l'histoire raconte, c'est Jim Carrey qui l'a dit dans l'interview, qu'il a dormi dans cette chambre 217. Et à 3h du matin, il est allé à l'accueil. Il est resté 3 heures dans cette chambre, de minuit à 3h du matin. Il est allé à l'accueil en disant « Je ne veux plus rester dans cet hôtel ». Et il est parti. Il n'a jamais voulu dire pourquoi. Voilà l'info sur Jim Carrey à la chambre 217. Alors pourquoi? C'est intriguant. Hein. Non, mais il a en fait, à chaque fois, les journalistes. Il a une grosse carrière. Non, mais les journalistes sont toujours relancés là-dessus. Et il a toujours dit je n'en parlerai jamais, je veux pas en parler. J'ai juste voulu quitter cette chambre. Intriguant. Bizarre. Très bizarre, n'est-ce pas? Bizarre, il y a un des frères Farrelly qui est arrivé à poil par la fenêtre. Très bizarre cette histoire. Je n'en parlerai jamais. Donc Jim Carrey a joué dans Dumb and Dumber et il fallait un deuxième type à côté de lui. Ils avaient envisagé plein d'acteurs et lui, Jim Carrey, le type qu'il voulait, c'était Jeff Daniels. Jeff Daniels qui était pas aussi connu que les mecs que voulaient les producteurs. Du coup, il a dit aux producteurs, moi je veux Jeff Daniels à côté de moi. Les producteurs voulaient pas. Du coup, ils se sont dit, ok, on sait ce qu'on va faire. On va proposer une somme ridicule à Jeff Daniels, comme ça il dira non et puis on pourra passer à autre chose. Donc les producteurs appellent Jeff Daniels et lui disent bon, on te propose pour ce rôle $50,000. Mais là Jeff Daniels il dit bah ok, vas-y, je suis chaud, je signe où. Donc là ils étaient méga en galère, ce qui fait que Jeff Daniels jouait dedans. Et à titre de comparaison, Jim Carrey lui a touché 7 millions pour ce film. Donc c'est la moitié du budget. Le budget était à peu près la moitié. Le budget était de 50 000, 16 c'est un millions. vrai chiffre. 50 000 c'est le vrai chiffre. Ah ouais, d'accord. Et donc lui il a touché $50,000, là où Jim Carrey a touché 7 millions. C'est ouf, honteux. quand même. Bah un petit peu quand même. Franchement. Moi si j'avais été Jim Carrey, j'aurais donné un petit peu quoi, non? Ouais, Non 50 000. Oui. Ouais, 6 millions, j'aurais dû faire. Autre histoire que je trouve cool avec Jeff Daniels, il a raconté ça chez Jay Leno, je crois, si je dis pas de bêtises. En gros, je m'attends à une interview où il était invité, puis il parlait de Dumb and Dumber, et il raconte une anecdote à propos du film. Il dit un jour, je faisais du golf, donc en 95-96, 2 ans après la sortie du film. Je suis dans un club de golf, mais un club de golf un peu rempli de gens blindés à Hollywood, etc. Il est en train de manger à midi, après le golf, et là, il voit Clint Eastwood débarquer. Et il dit, quand Clint Eastwood débarque dans une salle, il y a un truc un peu... Tu sais, je me souviens, un jour, on avait une discussion, Guillaume, et tu me disais que tu étais parti aux États-Unis pour filmer un match de basket, et tu avais dit que quand LeBron James était arrivé dans la salle, il y a un truc où, tu vois, il impose une présence. Le temps est en suspens. Le temps est en suspens. Et ben Clint Eastwood, c'est ce qui se passe aussi avec lui. J'imagine que c'est le cas, tu vois. Et donc, il y a Clint Eastwood qui arrive comme ça, et tout le monde le regarde dans la pièce, et Clint Eastwood se dirige vers Jeff Daniels. Donc là, il commence à paniquer, il se dit, waouh, qu'est-ce qu'il me veut? Je vais jamais parler à Clint Eastwood, c'est dingue et tout. Et Clint Eastwood arrive et il lui dit votre film là, Dumb and Dumber. Et tu sais, il avait l'air un peu vénère, il a toujours l'air un peu vénère Clint Eastwood et tout. Et là il se dit putain merde, il va me dire que c'est de la merde et tout, c'est chiant et tout. Et Clint Eastwood lui fait vous voyez la scène de la diarrhée là dans les chiottes? Et ben j'ai vécu la même avec une date. Et il a juste dit ça et il s'est barré, tu vois. Et Jeff Daniels disait voilà, il m'a juste dit ça sur le film. Et après il est parti, tu vois. Je trouve ça cool, je trouve ça marrant quoi, tu vois. C'est vrai. T'as déjà vu des histoires comme ça toi, Guillaume? Non mais t'as déjà vu toi des histoires un peu chiantes? Toi oui. Non, moi. On peut la raconter, non? Non, ça va. Ah, ok. Non, c'est vrai, on a tous des petites histoires comme ça, comme dans le film, non? D'abord, personne n'a envie de les raconter. Non. Ouais, non, personne. C'est l'histoire qu'on a tous connues, hein, même là-bas. Je vois les gens qui traversent. Ouais, on hoche de la tête un petit peu, bien évidemment. Ah, on chie tous. Là, oui, bah oui, mais écoute, qu'est-ce que je te c'est dis? humain, quoi. Ça peut très vite basculer ce podcast. Oui, on va aller C'est vraiment sur la falaise. Là. C'est des bonnes demi-heures, si tu veux. Et c'est pas Foodcast ici. Hein, Et enfin, à la base, les deux choix des producteurs, je termine cette info parce que je la trouve un peu bizarre. À la base, les deux choix des producteurs pour interpréter Harry et Lloyd, donc à la place de Jeff Daniels et Jim Carrey, c'était Nicolas Cage et Gary Oldman. C'est pas trop bizarre, franchement? Ouais. Nicolas Très Cage étrange. et Gary Oldman pour Ça jouer aurait Dumb and été Dumber. nul comme film. Je sais pas, mais c'est pas le même film, quoi. J'imagine Non, c'est pas. pas le même film. Ouais, c'est très bizarre. Ça aurait été un film avec que des vénères, tu sais, qui gueulent et tout. Genre, Nicolas Cage, il lui avait proposé 50 000 €. Il a dit non. je veux 30 000. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Babord, première question. Attends, je sors mon téléphone parce que j'ai noté des trucs. Ah, il a noté ses petits trucs, hein, pas mal. Il a J'ai noté ses peur petites d'oublier. réponses. Ok. Le dernier film que t'as vu au cinéma? Malheureusement, c'était Venom 2, là, Zerbi mais Carnage. personne n'a aimé ce film, apparemment. Non, c'était. Ah non, le seul mérite que le film a, c'est qu'il dure, je crois, 1h15. Ce qui est très rare. C'est le Marvel le plus court de l'histoire. C'est vrai que c'est rare, 1h15. Et 1h20, grand max, mais vraiment très court. Et non, Mais tu sens quand même le temps passer. Ouais, non, Il paraît que c'était le 1 très était dur. nul aussi. Mais j'étais invité à l'avant-première, donc j'avais pas vu le 1. Donc j'étais invité à l'avant-première, donc je l'ai vu en plus dans de super conditions. Mais non, c'était. Mais alors pourquoi c'était pas malheureusement alors? Qu'est-ce qui fait que ça va pas ce film?
Ah non, rien. Ok. Je cherche vraiment rien qui va. C'est un peu drôle au début quand Venom il mange des trucs et il fait de la cuisine. Ça c'était rigolo. Moi je suis bon public, mais après juste en termes de scénario, c'est tout cousu de fil blanc. Je sais pas. Non vraiment il y a rien qui va. Le méchant est nul en fait. T'as de l'empathie pour personne. Je suis un peu dur peut-être. Mais Est-ce que tu penses que sur Terre il y a pour quelqu'un c'est son film préféré? Oui, dans le monde il y a un mec c'est son film préféré. Venom 2, tu vois. je pars du principe que tout existe. Donc, voilà. Il y a quelqu'un dont c'est le film préféré. C'est vraiment que tu dis ça parce que c'est une discussion qu'on a souvent eue avec Guillaume. On part du principe que tout existe. Tout existe. Exemple. Tiens, par exemple, dis-moi un truc qui existe. Ah oui, par exemple, il y a un mec sur Terre, son film préféré c'est Touchous avec José Garcia. 100%. Ça existe, c'est sûr. 100% de son film préféré. Mais il a c'est l'affiche sûr dans sa que ça chambre. Il y a un mec qui a l'affiche dans sa chambre. D'abord, un truc qui existe. Bah non mais non. Ah, apparemment c'est le plus intelligent de la table. Non. Je pense qu'il y a des gens qui aiment pas Gladiator. Voilà. Oui, ça existe. Ça existe. Voilà. Non, mais bien j'étais sûr, dans le ça ciné, existe. j'avais rien d'autre. Ça existe, bien évidemment. Tu vois. C'est sûr. Mais en fait, j'étais parti du principe que tout existait parce que. Alors, ça va être très glauque, attention. Ça va un peu casser l'ambiance. Oula, Non, mais c'est pas sur moi. Mais j'avais vu un documentaire Netflix qui parlait d'un tueur en série, alors je sais plus lequel. Un des oufs, tu vois. Et ce qui est fait, ouf, je crois. Allez, Ouais. pire. Mais je crois que c'est Ted Bundy, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Ah, il est chaud, lui. Et il avait tué sa mère. Bien sûr. Et en je fait, sais ce que tu vas dire. il C'est avait, archi glauque. il avait coupé sa tête. Oui. Ah, je sais pas si je dois la Non, on raconter. le dit pas. Ouais, non, mais c'est déjà beaucoup ce que j'ai dit. Mais on sait que ça existe du coup. Bon, on sait que ça existe. On sait que ça existe. Mais il y a Il a plus de choses avec Disons ça qu'il a fait un coupé. truc avec la tête et on se dit ah Oui. ça existe, d'accord. Donc ça existe. Oui, ça existe. À partir de maintenant. Bah non, les gens veulent savoir ça en fait. Le truc c'est que les gens écoutent, ils veulent savoir. Mais il a fait un truc avec la tête et qui est glauque. Hein. C'est très De toute façon, ça peut pas être joyeux. C'est forcément glauque ce qu'il a fait avec la tête. Je te laisse te sortir tout seul de Ouais. ton anecdote. Je vais arrêter de te parler. Oui, voilà. Le dernier film que t'as vu qui a une plateforme, Babor. Alors, ça remonte à hyper longtemps parce que je regarde jamais de films sur les plateformes. C'est la plateforme. Voilà, c'est ça. Intéressant. Très C'est bien ça. C'était pendant le confinement. Ok. Sur les plateformes, je regarde que des séries. Donc voilà. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que la dernière série que t'as regardée. Et ben c'est Arcane, la série qui est tirée de Mais l'univers toi, on en League of parle sur Legends. Twitter. Et ben parce que c'est super. Mais alors qu'est-ce que c'est? Et ben c'est une série d'animation. L'animation est hyper léchée. En plus, ça vient c'est un studio français qui l'a faite. Donc Cocorico, c'est cool. Et du coup, c'est tiré du jeu League of Legends. C'est un jeu en ligne où tu fais des combats pour aller tuer l'autre, quoi, en gros. Et c'est un jeu il y a pas de campagne solo. Il y a pas vraiment d'histoire. Et donc ils se sont dit, bah tiens, l'histoire, on va en faire une série en 9 épisodes sur Netflix. Et franchement, ça claque vraiment. C'est vraiment bien fait. Et il y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour apprécier. J'ai l'impression qu'en termes d'aura, c'est un peu le nouveau Squid Game. Je me base beaucoup sur ce qu'ils disent sur Twitter. Et il y avait une période où tout le monde parlait de Squid Game. Et maintenant, quand je scroll Twitter, c'est que Arcane. Ah, c'est plus. Ouais, je pense que Squid Game, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais je pense que les fans de League of Legends sont très engagés. Et c'est vrai que ça fait trop plaisir de voir une adaptation de jeu vidéo réussie. Moi, j'avais été super déçu par Warcraft. Alors que j'avais beaucoup joué à Warcraft, mais le film était quand même assez décevant. Assassin's Creed, c'était encore pire. Ouais, récemment, j'avais lu un article des jeux vidéo qui avaient été adaptés en film. Et en vrai, il n'y en a pas vraiment un qui ressort du lot. Bah, pas trop, quoi. Les Tomb Raider, Silent il y en a Hill, Tomb vite Raider, fait, ouais. À la limite, pourquoi pas. Ouais. C'était pas mal. Hein. Vas-y. Resident Evil à l'époque, c'était peut-être. Ça allait, mais je sais pas. Il y avait le Super Mario avec Bob Hoskins. Ouais. Oh là là. Non, donc là, grosse réussite en tout Non, cas. mais ce qui paraît d'ailleurs, le hyper Sonic cool. avait été bien reçu, le dernier Sonic, là, finalement. Avec Jim Carrey. Celui Ouais. qu'ils avaient changé là. Ouais. Ils avaient, ouais. D'ailleurs, c'était fou ça, parce que pour la première fois, il y avait des producteurs qui décidaient de changer en fonction des fans. C'était un peu. Bah, en fait, c'est juste En fonction d'un bad buzz, Ouais. d'un bad buzz généralisé mondial. Le mec peut dire, bon, voilà, on s'en fout, c'est notre film, mais on le C'est pas fait. juste quoi, un tu mec à un moment qui a mis des lunettes, il fait mais en fait il est dégueulasse les gars. vois. Sauf que s'il y a pas Twitter, si on vit dans un monde où il y a pas Twitter, bah le film sort tel quel, quoi. Tu vois. Ah, oui, c'est clair. La dernière chanson que t'as écoutée, Ça devait être un truc de métal symphonique dans le métro. est-ce que t'as un titre? Ouais, on va dire Dragon Force, The Last Dragonborn. Ouais. Il y a Dragon dans le nom du groupe. Guillaume est content. Long will be the journey through the coldest nights we ride. We're the horsemen save them all, and the rains and the night. La dernière BD que tu as lue. C'est une BD de Gad qui s'appelle Fantomar. Bah, Gad, c'est le mec qui a fait Ultimex dont je vous parlais juste avant que le podcast commence. Et voilà, c'est très cool. Ça s'appelle Fantomar, fils de la jungle, un truc comme ça. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite promo? Parce que toi-même, tu as sorti une BD. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas quelque chose de récent, mais c'est pas grave, on peut quand même faire une promo. C'était il y a 2 ans, mais j'ai effectivement sorti une BD qui s'appelle Babor à la rescousse des cacahuètes et qui est très cool. Voilà, c'est les aventures d'un petit éléphant qui doit sauver son entreprise de cacahuètes de la corruption. J'en dis pas plus. Ouais. Le dernier livre que tu as lu. Alors, il est en cours parce que moi, je lis très doucement. Ça fait 1 an que j'ai commencé un truc de SF chinoise très compliqué à lire, mais très cool, dont Netflix a acheté les droits, j'ai vu. Il y a... Ok. Donc, j'aurais pas à lire le dernier tome de la trilogie. Non, ça s'appelle La forêt sombre. Et c'est très cool. Ça raconte quoi? En gros, l'humanité sait que dans 400 ans, il y a des aliens qui vont débarquer pour
pour coloniser la Terre, parce que dans leur monde, il est pourri, ils préfèrent notre planète. Et en gros, l'idée, c'est comment, en 400 ans, on fait pour préparer une défense. Et comment ils le savent? C'est tout l'objet du tome 1. En fait, ce qui est un peu pénible dans ce roman, qui est super, mais c'est que l'auteur essaye de donner des détails scientifiques pour rendre le truc crédible, alors qu'en vrai, on s'en fout, mais du coup, il y a des passages techniques un peu... Donc en gros, je vais pas vous dire comment on le sait, parce qu'on s'en fout, mais on le sait. Mais croyez-moi, l'auteur, il donne un truc hyper crédible en observant le fond diffus cosmologique pour rappeler les termes du truc. Enfin bref, c'est compliqué. Mais voilà. Et donc là, j'en suis où... En fait, chaque chapitre, ça se passe genre à 100 ans d'intervalle. Donc, t'as des personnages qui changent, etc. Mais c'est hyper intéressant parce qu'ils pensent vraiment en termes politiques, en termes d'impact sur la société et tout. Et c'est vraiment super stylé. Donc, du coup, tu m'as un peu joué. Voilà. Non, mais vraiment, c'est bien. C'est un peu. Je te regardais et je te trouvais pas mal. Ouais, mais... et voilà. Et seul petit truc, c'est attendez-vous à les noms sont chinois. Et donc, c'est très dur au début de savoir qui est qui parce que voilà, on n'a pas l'habitude. Voilà. Le dernier objet culturel que tu as acheté? Ça compte les jeux vidéo ou pas? C'est vraiment, les gens disent ça parfois. Ça compte. Ouais, ça compte. Ouais, ça compte. Non, parce que j'achète pas grand chose. Ça devait être un skin sur League of Legends, du coup. Okay. Une connerie comme ça. Non, Donc un skin, c'est pour upgrader, c'est ça? Ouais, non, parce que sinon, c'est la BD que j'ai citée tout à l'heure. Non, un skin, c'est pas pour upgrader, c'est purement cosmétique. Ça ne sert à rien, ça te donne pas d'avantage dans le jeu. Pour changer de look, quoi. Voilà. C'est pour changer de look. C'est un petit costume virtuel, si tu préfères. Et enfin, le dernier artiste pour lequel tu t'es abonné sur Insta ou Twitter, ou un artiste que t'as bien suivi sur Insta, Twitter? Que j'aime bien suivre. Alors, c'est plus YouTube, ça marche? Ouais, ça marche aussi. Ouais, moi, c'est la chaîne Dava que j'aime bien recommander. C'est très drôle. C'est un binôme, voilà, c'est de l'humour un peu noir et je trouve qu'ils méritent plus de gens qui les suivent. Bon, ils ont leur petit succès quand même, mais ça reste assez niche et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais les voir souvent quand ils font des fausses conférences ou des one-man. Ils sont très bien. Ils sont quand même bien placés parce qu'il y a quand même, je crois, sur Twitter des out of context Dava. Oui, tout à fait. Et quand t'as ton out of context, c'est que t'as quand même un petit peu, tu vois. C'est vrai. Un petit peu percé. J'en ai eu un, mais le mec a arrêté. Ah ouais, dommage. En plus, il a supprimé le compte. Ah ouais, merde, ça fait chier. Mais il a insisté vachement. Je lui ai dit, tu peux pas juste le laisser pour la postérité. Et il a dit, ouais, je sais pas, il l'a supprimé. Putain. C'est un peu triste, mais bon, c'était donné, il a mis des extraits et tout, mais bon, voilà. En tout cas, Dava, voilà, c'est un duo de... Je sais pas s'ils aimeraient que je dise que c'est des comiques, mais c'est quand même un peu ça, mais ils sont très drôles. Humoristes, voilà. Oui, pas comiques, humoristes. Je crois que c'est Sacha Béard qui fait du stand-up en solo, je crois, non? Ouais, il a une demi-heure, je crois qu'il rôde une demi-heure en ce moment. Il en avait fait aussi Chakelpopoulos. Ouais, non mais lui aussi. Il en avait fait aussi. Il avait même un sketch qui était passé sur Canal+, que vous pouvez trouver sur YouTube. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre de le voir là-dedans, en vrai. Okay, mais il restait lui-même pour le coup. Ouais, lui-même à fond. Ce podcast est désormais terminé. Babor, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Eh ben, je suis en procès contre un gars. Oui, alors, est-ce que tu peux nous resituer vite fait l'histoire? Parce que quand même, les gens, tout à l'heure, je les ai poussés à aller voir ta dernière vidéo. Oui, ça va. Mais est-ce que tu peux nous raconter, pour les gens qui ont fait l'effort de rester jusqu'à la fin, on va répondre un peu au teasing, mais en gros, je suis en procès contre un gars sur qui j'ai écrit une vidéo. J'ai sorti une vidéo en février. Pour parler d'un gars qui a 11 millions d'abonnés et qu'absolument personne ne connaît. Moi, je trouvais ça bizarre et donc il se trouve qu'il a acheté la plupart de ses abonnés. En tout cas, je pense. Voilà, je mets des suppositions. Et voilà. Et cette personne, 6 mois plus tard, m'a fait un procès. Donc, c'est un peu mon actu du moment. J'en ai fait une vidéo et voilà, ça m'occupe un peu. Alors, c'est mon seul truc un peu cool du moment. Voilà. Et sinon, je vais au gala de Montreux la semaine prochaine parce que j'ai coécrit un gala avec un humoriste, mais ça, c'est pas moi qui suis en vedette. Avec Alex Ramirez. Avec Ramirez. Exactement. Oui, je suis au courant de tout. Il est bien encardé, lui, là-bas. Alex Ramirez. Ramirez, pardon. Ouais. Il est très bien encardé, là-bas. Ouais, il est. Hein. Enfin, vos journalistes, j'étais une phrase de clic. En tout cas, t'es le premier invité qui nous répond pour l'actu, un procès. Je suis en procès actuellement. J'essaye d'avoir des trucs, tu vois. Il y a 2 ans, j'avais fait un porno. Avant, j'ai fait une BD. Je suis en liberté conditionnelle. Ah oui, raconte-nous ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu un porno. Il y avait une histoire de porno. J'avais réalisé pas un film, mais une scène pour Dorcel. Voilà, c'était assez rigolo. Je raconte. Oui, ça partait d'une vanne. C'était pas genre un truc premier degré. Ouais, ça partait d'une vanne. Alors, je savais que ça pouvait se faire, mais j'avais un peu défié Dorcel. Pour combien de retweets je peux écrire une petite scène. Voilà, il m'avait dit pour 20 000 retweets. Les gens étaient trop chauds sur Twitter, donc j'ai pris le screen. Les gens ont retweeté en masse. En 3 heures, je crois que j'avais le nombre qu'il fallait atteindre. Donc Dorcel a dit OK, bon bah. Mais alors du coup, on parle de cinéma dans cette émission, donc ça reste du cinéma. Est-ce que avant de tourner, t'avais une petite appréhension où tu
disais, tiens, est-ce que je vais être gêné? Est-ce que non? Non, pas d'appréhension, parce que en plus j'avais Sylvain, qui est aussi youtubeur, voilà, qui m'avait accompagné pour filmer les coulisses. Par contre, je savais pas que j'allais réaliser, entre guillemets. Okay. C'est-à-dire que moi, j'y allais en tant qu'auteur et je venais voir le tournage, mais le prod, qui était Fred Coppola, qui est celui qui a lancé Clara Morgan, était là. C'est lui qui chapeautait le truc. Il m'a dit non, mais vas-y, tu réalises. Il y a quelqu'un derrière la caméra, mais c'est toi qui dis exactement ce que tu veux faire, qui choisit quel string Luna va porter. Enfin, Luna, c'est l'actrice. Enfin, bref, voilà. Donc j'avais un peu carte blanche. C'est toi qui décidait des plans et tout. Oui, voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai mis un cadre de moi sur la table de chevet pour voilà, en arrière-plan tout le long. Donc voilà, c'était rigolo. Et donc ça, les gens peuvent voir ça où s'ils veulent voir? Sur dorselvision.com. Tu tapes Intrompable, c'est le nom de. Intrompable. Bah, ça fait écho au long métrage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Impionçable. Exact. Voilà, je fais que des films en able. Est-ce que c'est pas l'actu la plus folle, parce que tu nous parles de procès, de porno, c'est pas mal. Alors c'est pas une actu, mais vu que c'est quand même un podcast cinéma, l'invité le plus sulfureux. Par contre, j'ai une petite anecdote cinéma si vous voulez. Parce qu'en fait, non, mais j'ai bossé 3 ans chez Metropolitan Film. Ok. Voilà, j'étais au marketing. J'ai commencé dans le cinéma en ayant un vrai métier avant. J'avais fait un stage d'1 an chez SND à l'époque. En plus, c'est cool Metropolitan en plus. Ouais, c'est très stylé. C'est très stylé. Moi, je savais même pas qu'ils étaient français avant de postuler chez eux. Pour moi, c'était une boîte ricaine. Et en fait, il se trouve qu'un jour, j'ai fait chier Vin Diesel directement. J'ai failli me faire virer pour ça. Raconte-nous en détail cette anecdote. Et ben en fait, c'était avant la sortie de Riddick, le 3e. Okay. Il y a eu le Pitch Black, les chroniques de Riddick, et donc Riddick tout court, c'était le 3e. Et donc moi, j'étais encore stagiaire, mais tu sais, j'étais sur le point d'avoir peut-être un CDD chez eux. Et tu sais, c'est ton premier taf, tu tiens vachement et tout. Mais bon, bref, c'était en égo et j'étais vers la fin de mon stage. Et tu sais, moi, j'étais stagiaire community manager. Donc c'est moi qui créais des petites pages Facebook, des petites pages fans. Voilà, donc j'avais créé la page fan pour le film Riddick, etc. Je savais pas trop quoi poster. Je me balade sur le petit serveur interne. Et là, je vois une affiche de Riddick. Je me dis, tiens, on l'a pas diffusée celle-là. Je la poste, je m'en vais, il est 18h, voilà. C'était une page fan où il y avait vraiment, il y avait, je sais pas, peut-être 20 personnes. Voilà. Je reviens le lendemain, c'était la guerre. Genre vraiment, je vois que tout le monde est sur les nerfs et tout. Je me tais, moi je vais à mon bureau, je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Et on me dit les patrons ont passé la nuit au téléphone avec Vin Diesel, avec la sœur de Vin Diesel qui est aussi son agent. Il est furax et tout. Je dis mais pourquoi? Il dit apparemment il y a une affiche qui a leaké et ça vient de chez nous. Et je dis oula, petit mal de bide. Mal de bide. Là je me sens pas bien. Et là je dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a cette affiche? En fait c'était une affiche qui avait été faite pour le congrès des exploitants. En gros les exploitants c'est donc les gérants de salles de cinéma. Tous les ans ils se réunissent tous dans une salle et on leur montre 300 bandes annonces et il y a des affiches qui sont faites exprès pour ça, mais qui ont pas vocation à être diffusées sur Internet, en fait. Et donc, du coup, Vin Diesel, qui était aussi producteur du film, il y tient beaucoup à Riddick, il était furieux parce qu'il comptait communiquer la vraie affiche, genre dans 2 semaines. Et en fait, il considérait que la France avait coupé l'herbe sous le pied en termes de communication aux États-Unis. Il a pété un câble. Et voilà. Et du coup, j'ai fini par dire, oui, c'est moi, le directeur marketing. Pas le dire. C'était délicat, franchement, ce serait très facilement remonté à moi, mais en plus j'ai vraiment pas eu de bol, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment 20 connards sur cette page. Il devait y avoir un blogueur ciné qui l'a fait, enfin elle était sur IMDb le matin. Ah oui, donc elle a vraiment leaké à fond. Ah non, mais elle a leaké, elle est encore disponible dans Google Images, je sais pas si je peux la retrouver, mais enfin vraiment c'était elle a fait le tour du web. Je savais pas qu'il y avait autant d'attentes que autour du Riddick, mais en tout cas bon voilà, j'ai failli, j'ai sué du cul quand j'ai dit que c'était moi. Le directeur marketing s'est juste levé, il a rien dit, il levait les poings comme ça et voilà. C'est drôle mais bon, après il m'a couvert, j'ai quand même été embauché. Soir, il est allé se coucher bien tranquillement. Pendant que son boss il était au téléphone avec Vin Diesel. Les frères Adida, du coup, qui sont les patrons Metropolitan, ont passé la nuit au téléphone avec Vin Diesel et sa sœur qui leur hurlaient dessus. Est-ce que tu te rappelles comment t'as passé ta soirée? C'était comment? Une petite pizza? La soirée d'après? Ah non, ou la soirée d'avant, parce que la soirée d'avant, moi j'étais serein. C'était la guerre et tout là. Ah non, après j'étais pas bien. Pendant 2 semaines, je mouftais pas. J'ouvrais plus Facebook. Oui, non, mais ils ont été cool. Le directeur marketing m'a couvert auprès de la hiérarchie. C'est dans mon mail de départ 3 ans plus tard que j'ai dit au fait c'était moi Vin Diesel au reste de la boîte. Ça s'est réglé parce que je crois que Vin Diesel joue dans Impionçable, non, il me semble. Non, il a joué à ça. Je l'ai remplacé par Teddy en termes de carrière. Et voilà. Est-ce que ce serait pas encore une histoire sulfureuse qui nous a raconté? Ah oui, voilà. C'est il est sulfureux. T'en as d'autres des sulfureuses comme ça? Non, j'ai eu Viggo Mortensen par email, toujours dans le cadre. Ouais, sulfureux aussi. Sulfureux, pas mal. Sulfureux. Très gentil. Alors c'est marrant, il avait un mail qui n'allait que dans un sens. C'est-à-dire que lui pouvait m'écrire, moi je pouvais pas lui répondre. Je passais par sa prod, mais quand je faisais reply à son mail, à Viggo, et ben ça me disait ce mail n'existe pas. C'est quoi son mail? Est-ce que c'est Viggo Mortensen à gmail.com? Non, c'était un truc un peu obscur. Mais il était très gentil. Mais tu sais, il avait sorti, c'était un petit film argentin, je me rappelle même plus le titre, mais qu'il avait coproduit, il était dedans.
Et tu sais, le film était un peu chiant et tout. Et donc moi, j'étais responsable des jaquettes de DVD. Et on voulait faire un truc un peu punchy, donc on lui avait rajouté une machette sur le truc. Ou alors, à un moment, il y a vaguement vraiment 15 secondes où il y a une machette dans la main dans le film, mais c'est pas du tout représentatif. Et il avait dit hyper gentiment, dire Clément, ça me plaît beaucoup, mais la machette c'est pas représentatif, il faudrait l'enlever, etc. Donc on avait respecté. Là où Vin Diesel t'aurait défoncé. Vin Diesel, tu serais venu en France, il m'aurait tué, quoi. Je veux dire, il saurait pas poser la question. Très bien. Et voilà. Eh ben écoute, merci pour ces savoureuses anecdotes. Voilà, je sais jamais où la raconter, un podcast ciné, ça me paraît. C'est super. Merci beaucoup d'avoir pu m'enlever ça. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Dumb and Dumber. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde. Au revoir. Ciao.